Alors, j'en profite pour faire une petite rétroaction sur le passage d'Éric Duhem à Tout le monde en parle. En fait, vous savez, ma spécialité, mon domaine d'intérêt, c'est la linguistique et la psychologie. Et donc, lorsque je fais un commentaire sur ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans les médias, ça porte surtout sur la perspective psycholinguistique, disons, des sciences cognitives un peu plus, avec évidemment là, toutes les questions politiques, mais je veux vraiment que vous gardiez en tête ma vision des choses lorsque j'entends parler les gens. Alors, ici, au tout début, Guy Lepage pose des questions à Éric Duhem et Éric Duhem amène des faits que Guy Lepage approuve, il dit oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur le plan linguistique? C'est qu'on voit l'autorité de Guy Lepage, sa notoriété plus que son autorité, parce que dans le fond, il ne s'y connaît pas plus qu'Éric Duhem dans la matière, dans les questions de la pandémie ou quoi que ce soit, même peut-être moins, parce que Éric Duhem a suivi le dossier depuis le début. Il a réagi plusieurs fois dans les médias avant même d'être élu. À la chefferie du Parti conservateur. Donc, Guy Lepage, n'est pas un expert dans la matière, mais c'est quelqu'un qui jouit d'une grande popularité et d'une grande notoriété qui n'est pas toujours basée sur des faits scientifiques ou des faits même avérés, qu'ils ne soient pas scientifiques, qu'ils soient scientifiques ou non. Ensuite, Guy, une fois qu'il a établi le fait que c'est lui qui valide ou invalide ce que Éric Duhem dit, dans le fond, ce qui est totalement utopique, il est réaliste, totalement farfelu, parce que Guy Lepage n'a pas, comme je le disais, les compétences pour dire que ce que dit Éric Duhem est vrai ou pas. Il peut être d'accord ou pas, mais ça ne nous dit pas, sans l'ombre d'un doute, si c'est la vérité. Ensuite, ils arrivent avec sa question, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place du gouvernement Legault, lors de l'apparition du variant Omicron en décembre? Bon, alors, Éric Duhem se lance dans une réponse qui se compose en 3 parties et qui est un peu générale, oui, je l'avoue, mais quand même moi, j'attendais la fin de sa réponse pour pouvoir juger, mais Guy Lepage l'a interrompu plusieurs fois. Je dirais 3 ou 4 fois lorsque Éric Duhem essayait de parler la parole, en lui disant « Tu réponds pas à la question, tu réponds pas à la question ». Mais moi, je vais parler à Éric Duhem ici. Si j'avais été Éric Duhem, si j'avais été toi, Éric, moi, j'aurais dit à Guy Lepage, si j'avais été Éric Duhem, oui, je réponds à la question, mais c'est toi qui n'écoutes pas la réponse à la question. Alors, quand on dit que Guy Lepage, c'est une espèce d'autorité, là, à ce moment-ci, c'est comme si Guy Lepage dit que Éric Duhem ne répond pas à la question, donc Éric Duhem ne répond pas à la question. Mais ça, c'est l'opinion de Guy Lepage. Et c'est pas la première fois que j'en parle sur mon vlog qui a été fermé d'ailleurs, pas à cause de ça, mais à cause d'autre chose. Du fait que Guy Lepage est joué, à mon avis, d'une popularité et d'une notoriété qui est pas inversement proportionnelle à son intelligence, mais qui n'est sûrement pas aussi juste que les gens peuvent le penser par rapport à la compréhension des choses de Guy. Alors, à mon avis, Éric Duhem, c'est quelqu'un qui est très articulé linguistiquement. Il comprend très profondément ce qui se passe. Et, moi, je trouve que c'est vraiment un bouc émissaire. Par contre, des fois, je trouve qu'il joue à la victimite un peu. Il est un peu manipulateur. Il est un peu... il joue un peu une game parfois. Par exemple, il va dire que le gouvernement Legault, depuis 3 ans et demi, il n'a pas consolidé son système de santé, même qu'il s'est affaibli. Mais il oublie justement, je suis un peu d'accord avec Guy là-dessus, il oublie de nous dire que dans le fond, il y a eu la COVID pendant 2 ans et demi sur 3 ans et demi, puis que n'importe quel gouvernement aurait été énormément affecté par ça. Donc, effectivement, c'est sûr que ce que Guy essaie de montrer, de faire valoir, c'est que probablement que ça n'aurait pas été mieux si ça avait été lui. Mais j'aime pas l'attitude de Guy Lepage, qui a interrompu Éric Duhem en lui disant qu'il ne répondait pas à la question, alors qu'à mon avis, Éric Duhem répond à la question en 3 parties, et sa dernière partie, il amène le fait qu'il aurait donné plus de place au privé. Alors là, Guy insiste et il revient, et j'aime pas cette attitude-là de Guy Lepage et compagnie, là, j'en ai déjà parlé, mais là, c'est plus disponible pour l'instant. J'en reparlerai éventuellement, mais qui fait sur le clou, là, tu sais. Alors, peut-être que j'essaierai de remettre ces vidéos-là dans lesquelles je parle, entre autres, de Tout le monde en parle. Peut-être faire un montage
des choses les plus importantes, des sujets les plus importants que j'ai abordés pendant la pandémie. Mais moi, j'ai tendance à prendre le côté des plus faibles et des plus vulnérables, des plus démunis. Donc, je me range un peu du côté d'Éric Duhem. Pas parce que particulièrement je suis à droite, j'ai plus tendance à être à gauche. Comme je vous dis, des fois, Éric Duhem, il manipule les faits un peu. Il dit qu'il n'y a pas un gouvernement qui a réussi à défendre l'intérêt des gens qui étaient contre les mesures sanitaires, etc. C'est vrai que Québec solidaire, c'est plus concentré, je trouverais, a plus compté des points sur la question des GAFAM, des bases de données, de vol de données, plus par rapport aux menaces technologiques, aux questions bioéthiques qui étaient engendrées là, par la vaccination, par les nouvelles technologies, etc. Je trouve qu'ils ont marqué des points là-dessus, mais c'est vrai que concernant les mesures, on entendait souvent Manon tout en se ranger derrière François Legault, de même que Gabriel et Catherine et compagnie. Donc, voilà, je trouve que il y a Lepage au départ et de mauvaise foi avec Éric Duhem en s'acharnant et c'est précisément ça que j'aime pas parce que c'est Guy Lepage qui lui dit « Ah, tu réponds pas à la question, moi je te demande c'est ci, c'est ça, mais écoute, ta gueule, moi c'est ça que j'aurais dit à Guy Lepage, je m'excuse, j'aurais dit ta gueule, écoute ce que j'ai à dire, puis après tu jugeras, mais là t'écoutes même pas ce que je te dis. » Et là, c'est ça qui arrive, tu sais, Éric Duhem, il y a comme un peu, on dirait, le syndrome de l'imposteur, puis c'est tout le temps lui qui se fait fesser dessus, puis il se fait fesser dessus à plusieurs, fait que, tu sais, il se rétracte un peu en disant, oui, je suis en train de répondre à ta question, mais il n'est pas assez convaincu de lui-même, à mon avis, il n'est pas assez sûr de lui, et il a raison, à mon avis, Éric, je vous dis pas que je suis d'accord avec son argument, je vous dis pas que je suis en faveur du développement de l'entreprise privée. Moi, si j'avais eu à répondre à cette question-là, précisément, particulièrement, j'aurais parlé de sites temporaires. T'sais. On aurait dû ouvrir plus de sous-sols d'églises, d'endroits comme ça, pour permettre d'accommoder les gens qui avaient peut-être des symptômes bénins de la COVID, là, qui n'étaient pas... parce que dans le fond, la COVID, c'est la même maladie, donc c'est le même traitement, c'est malgré la plus ou moins gravité des cas, comme il le dit, Éric Duhem, en donnant plus de pouvoir à des infirmières praticiennes, excusez-moi, c'est des anglicismes, des infirmières praticiennes, etc., même des bénévoles, on aurait pu avoir d'autres gens du secteur de la santé, que ce soit des orthophonistes, que ce soit des gens en réadaptation, que ce soit des physios, même des ostéopathes, on aurait pu mettre des gens qui seraient venus assister, pas pour prendre des décisions ou faire des prescriptions ou quoi que ce soit, mais pour aider, pour faire ce qu'ils seraient capables de faire ces gens-là. Alors, ouvrir des sites temporaires, parce qu'il ne faut pas oublier que là, je me place du côté de la droite, puis à droite, il faut favoriser la libre entreprise, la créativité, etc. Donc, je pense que ça aurait fait partie de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneurship de droite, d'ouvrir des genres d'hôpitaux, des hôpitaux comme dans les camps de guerre, là, qui sont spécifiquement déployés pour accommoder certaines choses. Une autre chose que j'aurais dite, c'est de ne pas maximiser pour rien les hospitalisations. Moi, je pense qu'il y a une exagération terrible des hospitalisations de la COVID. La COVID, ce n'est pas Ebola. Moi, j'ai eu la COVID 2 fois. J'ai eu la COVID en janvier 2020. J'avais souffle court, c'était terrible. J'ai passé une semaine au lit, mais à moins de sentir que j'allais mourir, là, c'était pas plus qu'une énorme grippe. Une énorme grippe. J'étais à terre, KO, grippe musculaire, fièvre et le souffle court en plus de la misère à respirer, mais ça a quand même juste duré une semaine. Je me suis claqué au micron aussi. Je sais où je l'ai attrapé, comment. Je me suis isolée. J'ai eu... des fois, on aurait dit que ça voulait faire un élan de mal de tête. Et c'est pour ça que j'ai su que c'était Omicron, parce que je voyais que ça voulait lancer, mais j'étais très attentive aux symptômes. Et dès que je voyais que ça voulait lancer, soit je me calmais ou je faisais attention. Alors, je pense qu'une des causes de la COVID et de la contraction de la COVID, de la propagation de la COVID, c'est pas, encore une fois, de l'information médicale que je suis en train de vous donner. Je suis pas médecin, tout ça, mais j'ai observé quand même que on était surmené, très fatigué, etc. Alors ça, quand notre système immunitaire est affaibli par le surmenage, par la fatigue, par la détresse, etc., on est plus vulnérable, évidemment, à la propagation des virus. Alors, les Canadiens, ils ont poussé l'affaire, et là, Omicron est arrivé, et puis ça a jeté tout le monde à terre, moi y compris. On est plusieurs à avoir eu le virus. Bon, concernant les statistiques, est-ce que ce sont les gens qui étaient vaccinés, qui étaient non vaccinés? Les gens ne s'entendent pas là-dessus. Alors moi, je ne perds pas mon temps à me badrer dans des statistiques, parce que je vois que c'est juste une guerre de chiffres.
et ben on a de la misère à accéder vraiment aux faits, aux données réelles. Alors c'est ça, Guillaume Lepage, c'est pas un expert en santé, c'est pas un expert en politique, c'est pas un expert dans ces sujets-là, c'est un artiste. C'est un artiste très intelligent, très lucide, très articulé, tout ça. Mais, il lit des cartons, puis ça fait 10 ans qu'il lit des cartons. Il m'a jamais impressionné, Guillaume, dans son animation de Tout le monde en parle. Je trouve pas qu'il est capable d'aller chercher le jus qu'il faut, qui est nécessaire, pour vraiment, là, approfondir des sujets, développer des sujets, etc. On voit que c'est juste une guerre un peu de coq. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'il y a un article dans la presse qui mentionne le passage d'Éric Duhem à Tout le monde en parle, et particulièrement cette question-là. Et le fait que Guillaume Lepage l'a tenu serré, puis l'a confronté, puis qu'il n'a pas répondu à la question Éric Duhem. Alors, c'est ce que le journaliste dit. Et la raison pour laquelle je le mentionne, en répétant que j'ai un point de vue médiatico-psycholinguistique, c'est que finalement, parce que Guillaume Lepage a dit quelque chose, le journaliste dit quelque chose qui est la même chose que Guillaume Lepage. On voit que le journaliste, dont j'ai pas pris le nom en note, fait tout simplement répéter ce que Guillaume a dit sans avoir fait sa propre réflexion. Alors, s'il avait vraiment écouté, il aurait vu que oui, Éric Duhem répond à la question. Et là, je le dis, pas parce que j'ai un parti pris pour Éric Duhem, mais parce que je trouve que justement, on frappe vraiment trop sur Éric Duhem, alors que c'est un gars, je l'ai déjà mentionné sur mon vlog qui était fermé, mais qui a énormément développé le vocabulaire, la rhétorique, l'argumentaire qu'on appelle, là, des fois dans le domaine des ventes, là, l'argumentaire, je dirais, pour la prudence concernant les vaccins, les mesures sanitaires, etc. Alors, on n'a pas nommé non plus que peut-être que les mesures sanitaires avaient été à la cause de cette débandade-là, là, du système de santé, et entre autres, et que ça avait créé, comme on l'a mentionné, beaucoup de dommages collatéraux. Éric Duhem en a nommé 4 ou 5, mais il y en a plein d'autres qu'il n'a pas nommés, comme les overdoses dans les shelters, comme les suicides. Il a parlé de la solitude, il a parlé de la détresse, il a parlé des reports des chirurgies, etc. Mais les adolescents, les menaces de suicide. Bon, alors il y en a des dommages collatéraux. Il a parlé des faillites. Alors, on n'a pas fini de ressentir ces effets-là. Et ce qu'on voit, là, c'est que Guillaume Lepage, lui, il banalise direct en partant, là. Ce qu'Éric Duhem est en train de dire. Puis ça, moi, je trouve ça très grave depuis le début. On a été tellement concentrés sur la COVID. Et, je l'ai dit et je le répète, la COVID, c'est pas Ebola. C'est pas une maladie, qui nous donne du sang qui nous sort par les veines, par les orifices. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas une maladie atroce, épouvantable. Peut-être c'est pire qu'une grippe, peut-être ça crée des effets secondaires possibles. Moi, j'en ai des symptômes post-COVID. Mais comme je vous dis, moi, j'ai eu la COVID en janvier 2020. J'ai eu mon vaccin en octobre 2021. Et j'ai commencé à perdre mes cheveux cet automne. Alors, il y a les gens qui ont perdu des cheveux. Je dirais que j'ai perdu presque la moitié de mes cheveux. Quand on regarde là, comme il faut, là, on voit que c'est énormément clairsemé. Là. J'ai perdu le tiers ou deux tiers de mes cheveux. Là. Je dis environ la moitié. C'est vraiment l'enfer. Là. J'ai perdu énormément de cheveux. Et le truc avec la perte de cheveux, c'est que quand tu brosses, c'est que tes cheveux tu perds constamment. C'est que ça s'arrête jamais, que tu n'as jamais fini de brosser tes cheveux. Autrement dit, plus tu brosses, plus t'en perds indéfiniment. C'est ça, tes cheveux tiennent plus sur ta tête. T'sais. Alors, est-ce que c'est les conséquences de la COVID ou c'est les conséquences du vaccin? Parce que comme je vous dis, c'est pas arrivé ce symptôme-là 6 mois après, 1 an après, c'est arrivé 1 an et demi après. Alors malheureusement, puis je vais être très honnête intellectuellement avec vous, je suis pas prête à vous confirmer à 100% que c'est arrivé après le vaccin, mais c'est quand ça a commencé à arriver, je me souviens que j'ai remarqué, voyons, je perds donc mes cheveux. Comment ça se fait que je perds mes cheveux? Puis après, j'ai lu sur Internet qu'un des symptômes de la COVID, c'était la perte de cheveux. Alors, c'est pas arrivé dans l'inverse pour moi. C'est arrivé que j'ai remarqué que je perdais des cheveux. Et après, j'ai lu que c'est un symptôme post-COVID. Donc, j'ai comme associé, ça se peut, j'ai eu la COVID. Mais après, j'ai comme pensé, ouais, mais j'ai vraiment commencé à perdre mes cheveux tard. C'est comme plus tard que j'ai réfléchi. Alors, comme vous savez, je vis dehors et tout. Donc, je peux pas vous dire assurément que c'est pas au mois de septembre que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Il y en a qui disent, c'est le stress, de la COVID, etc.
Peut-être, oui, l'isolement, on peut le dire, peut-être l'isolement à répétition, peut-être ça crée du stress qui crée la perte de cheveux, mais on sait prouver, je ne commencerai pas à vous citer, mais vous avez juste à faire vos propres recherches. C'est prouvé qu'il y a des médicaments qui causent la perte de cheveux. Alors, est-ce que c'est le cas du vaccin ARN de Moderna que moi j'ai reçu? Je ne le sais pas. Mais c'est ça, il ne faut pas nier les dommages collatéraux de la pandémie, des mesures, des vaccins. Moi, personnellement, excusez-moi, je perds mes cheveux. Excusez-moi, il s'est passé vraiment j'ai vécu du harcèlement. Je suis dans la rue, il y a plein d'affaires que j'ai pas pu faire. Ça fait 2 ans que j'ai pas mangé assis sur une table. Même dans les centres commerciaux en Ontario, il faut une preuve de vaccination pour manger à table. Alors, dans les shelters, on ne peut plus manger à l'intérieur, donc on mange dehors. Alors, ça fait 2 ans que je mange assis dehors ou enfermé dans une chambre d'hôtel, carrément pas de cuisine, rien. Soit des repas qu'on me sert ou soit, des trucs que j'ai achetés à l'épicerie quand j'étais dans un hôtel que je payais moi-même, là. Quand je dis moi-même, c'est avec l'aide du gouvernement et de mes amis quand même aussi, là. Mais, j'ai payé, pendant 2 mois un hôtel, puis j'allais à l'épicerie, puis je me faisais, des sandwichs, puis des trucs, des salades, puis des choses, avec un frigo, puis pas de cook, pas de cuisine du tout. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de manger régulièrement des repas chauds, à l'intérieur et tout. Ça, c'est des détails, vous me direz, d'itinérants, Ça touche une minorité dans une minorité, mais c'est que nous, les itinérants, on est dans le bas de l'échelle, alors on ressent les moindres petits soubresauts de la pandémie, c'est nous qui les avons vécus. Alors, le harcèlement pour le vaccin, le harcèlement pour le masque, encore aujourd'hui, ces derniers temps, j'ai été... c'est grave ce que je vais vous dire, là. C'est très grave et c'est banalisé. Alors, ces derniers temps, moi, j'ai été harcelée pour la prostitution et on a essayé de mettre, à 90% que je suis certaine, du GHB dans mon verre, mais j'ai pas pu l'analyser. C'est comment je me suis sentie. C'est les symptômes, les effets secondaires après, j'ai eu envie de vomir. J'ai vomi. Donc, je pense qu'il y a eu présence de GHB. Alors là, depuis ce temps-là, je suis très inquiète, toujours sur mes gardes. Et comme je vous dis, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est carrément du terrorisme. Là, c'est carrément... j'en reparlerai dans une autre vidéo de ça. Mais il reste que... lorsqu'il t'arrive dans un endroit, puis tu te demandes, c'est où que je peux faire analyser, des verres, parce que là, ce matin, encore, je remarque la présence de personnes, inhabituelles autour de moi, des gens qui arrivent après moi, qui font que c'est long faire mon café plus que si c'était quelqu'un d'autre, qu'on prend un autre contenant au lieu de prendre le contenant que tout le monde a, ou, des choses que, je sais pas trop, je trosse pas mon café. Alors, regarde, j'ai acheté 3 cafés ce matin. Je suis allée chez McDo, j'ai pas trosté mon café. Je suis allée chez Tim, j'ai pas trusté mon premier café, j'en ai demandé un deuxième. Puis, devant mon inquiétude, non, je me suis présentée dans une clinique. Et là, j'ai dit, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais aller faire? Non, je sais pas, je suis désolée. OK, c'est parce que toi, t'es un personnel médical dans une clinique qui est supposé d'aider les itinérants. Moi, j'arrive, je te dis que j'ai un problème de harcèlement, limite traite des personnes. Et que je suis en menace de mort pour plein de raisons, mais en plus, on veut me droguer, m'empoisonner. Et toi, t'es pas foutu de trouver une réponse à ma question, alors que c'est toi le spécialiste. Donc, j'ai dit au pharmacien, j'ai commencé par le pharmacien qui m'a dit non. Et j'ai dit au pharmacien, écoutez, moi, si j'étais vous, je vous dirais déjà peut-être à l'hôpital Saint-Michael ou à Cambridge. Déjà, j'ai l'impression que j'ai une réponse plus élaborée que la vôtre sur le sujet. Alors, je sais pas pourquoi vous n'êtes pas capable de me donner une réponse minimale. Vous me dites, je ne sais pas, vous êtes pharmacien, vous ne savez pas où il y a des labs dans la ville de Toronto plus que moi, qui réhabite ici depuis 2 ans, qui est itinérante puis qui n'est pas personnel médical. Alors j'ai dit, si j'en sais plus que vous sur les labs, ça va mal. Et ensuite, je suis montée en haut à la clinique. Et ça a été la même réponse d'un physio qui travaille à la clinique. Il m'a dit, je sais pas, moi je suis physio, ouais, mais vous travaillez dans une clinique, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une réponse. Ouais, là, la clinique ouvre juste dans 10 minutes. Je vais attendre la réponse. Ah, là, je sais pas. Là, je vais attendre la réponse. Là, peut-être l'infirmière va... j'ai dit, c'est pas compliqué. Je vais attendre jusqu'à temps que vous apportiez une réponse parce que vous travaillez avec les itinérants. Je vous dis que j'ai l'intention de faire analyser mes verres et donc, vous allez m'apporter la réponse. C'est point final. Et 5 minutes après, il y a une infirmière qui est arrivée. J'y ai parlé moi-même. Elle s'est pas rendue à l'intérieur. Évidemment, j'ai attendu dehors de la clinique.
Et ben là, j'ai dit, oui, bonjour, vous faites quoi ici? Est-ce que vous êtes la réceptionniste? Elle dit, non, je suis infirmière. Bon, ben justement, je viens de parler à quelqu'un qui était physio. Je lui ai demandé, je pense qu'elle le savait parce qu'elle avait l'air très nerveuse. Tu sais, j'ai fait des menaces de poursuite pour négligence criminelle. Tu sais, je commence à être tannée que les gens, ils prennent ça très à la légère. Et quand je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, imaginez ce qu'on vit, nous, dans la rue. On a des menaces de mort, les femmes de viol, de drogués, des overdoses, le cancer, le traitement, les problèmes psychologiques, l'isolement dans les shelters. Il y en a, nommez-en. Et ben, après qu'on nous fait manger dehors, assis par terre à moins 25, puis qu'on nous laisse crever de frette, j'ai pas mentionné ça, mais ça compte aussi les conditions de température, l'hypothermie, tu sais, limite, là, tu sais, les pieds, tu sais, tellement mouillés que t'es malade, tu sais, il y en a, tu sais, des causes de maladie. Ben, après qu'on nous laisse vivre tout ça comme si c'était pas grave, après, on a dit, mets ton masque à chaque fois qu'on rentre quelque part. Alors, c'est sûr que moi, je suis rendue très agressive. Et aujourd'hui, je suis rentrée à un moment donné dans son achat, puis l'agent de sécurité était là, puis elle m'a dit, mon masque. Tout de suite, en rentrant, j'ai dit, non, je suis désolée, je ne mets plus mon masque. Et j'ai continué mon chemin. Donc, tu sais, là, je leur dis, en plus, on nous fait voir des choses, on nous fait vivre des traumatismes. Comme je vous dis, depuis 3 semaines que je fais des reportages là-dessus, il y a de la traite de personnes multipliée par 300 millions de mille à Toronto. J'ai dit que les gares, que les stations de métro, que les subways, que les TTC, que les trains, que les gares, les streetcars, les autobus, tout ça c'était hacké par le crime organisé. Hier, j'ai eu la confirmation de policier, j'ai dit, c'est bizarre parce que le personnel de la gare, il a fini ma phrase à ma place. On aurait dit qu'il avait deviné ce que j'allais dire. Il a dit, je change tous les jours et c'est exactement ça. Alors, à chaque jour, on voit des gens ici qu'on n'a jamais vus de notre vie. Il y a des gens qui se promènent à travers la construction. Il n'y a pas de chantier de construction. Il y a des gardiens de sécurité partout. C'est vraiment le chaos, là, je vous dis. Mais les gens, ils parlent à Ottawa des convois de camionneurs, des blocades, des ci, des ça. J'ai appris hier par Pierre Poilievre, le député conservateur fédéral dans Carleton, que c'était une obligation, un mandat de Justin Trudeau d'avoir obligé les camionneurs à se faire vacciner. Alors, moi, j'ai le bénéfice du doute à savoir, est-ce que c'est la provocation directe envers les camionneurs pour justement créer une diversion? Parce que, je vous dis, vous avez juste à venir vous asseoir avec moi pendant 2-3 jours, vous allez voir ce qui se passe à travers mes yeux. Et quand je vous dis que je ne suis pas en train de paranoïer, c'est que je me suis promenée avec des prêtres qui m'ont fait des observations qui étaient similaires. Comment ça qu'il y a plein d'enfants? C'est donc bien l'enfant. Il y a un événement? Je comprends pas pourquoi il y a plein d'enfants de même partout. C'est exactement ça. Pour moi, c'est le jour de la famille. Partout où je vais depuis 3 semaines, c'est toujours comme ça. Une autre TTC, les inspecteurs, à un moment donné, je disais, des fois, les lignes de streetcar, ils s'arrêtent quand j'attends l'autobus. Si je veux prendre l'autobus, des fois, ça prend 2 heures avant que j'aie un autobus. T'sais. Et puis là, ça arrive en file de 4, boum, boum, boum. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. C'est vraiment, les streetcars sont hackés. Puis après, il t'arrive plein de streetcars avec plein d'enfants dedans, puis plein de personnages louches. Des vieilles têtes blanches qui ont l'air pas trop appétissantes, dans le sens, je ne veux pas être raciste ou juger, mais comprenez-vous, des vieux monsieur avec qui je tiendrais pas mes enfants, là, je ne confierais pas mes enfants. Des fois, d'autres têtes de gangsters un peu qu'on voit de toutes les couleurs, blanc, rouge, jaune, orange, noir. J'ai vu des autobus que des enfants chinois avec des... c'est évident que c'est pas des parties, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est l'ambiance, c'est silencieux, c'est pas le gros party, là. C'est pas comme un vendredi soir, les enfants. Alors, j'en ai vu. On m'impose ça. On me trace sur mon téléphone, je sais, j'ai plein de preuves aussi. Alors, je sais, parce que si je suis quelque part, il y a des gens qui passent, ils me regardent, ils se tournent. Quand j'arrive à des places, les gens, ils m'envoient, pas par hasard, j'ai plein de monde. Quand je vais aux toilettes, j'ai plein de setup. Et quand j'arrive à certaines places, comme aujourd'hui, ou hier à la baie du Thon, tout le monde se pousse. Je dis en anglais le mot dismiss, c'est rendu que je sais même plus les mots en français, mais je disperse la foule. J'arrive puis je disperse la foule. C'est pas moi, c'est le signal qui est sur mon téléphone. Alors, quel est le signal? Peut-être une personne, peut-être qu'ils ont des signaux pour certaines personnes, police, les itinérants, des gens qui veulent pas voir, dans le coin, les journalistes, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai sûrement été blacklistée, et donc, quand j'arrive avec mon téléphone, on se pousse.
Et c'est ça, une gang de têtes blanches, d'hommes d'affaires chinois, qui étaient là à l'Abitibi aujourd'hui, encore des pas catholiques, là, qui font des affaires très louches. Ils se sont tous poussés sur mon chemin. Alors, on me fait voir des affaires comme ça, on me fait vivre des traumatismes, que ce soit dans les douches, que ce soit... C'est l'enfer, là, en plus, ces groupes criminels-là s'en mêlent. En plus, ils me rendent responsable d'intervenir parce que, il n'y a personne qui dit rien, visiblement. Je sais pas, ils font exprès de déployer leur spectacle devant moi pour m'intimider, pour me faire peur, pour me responsabiliser, pour m'incriminer. Là, si je dis rien, je me sens mal à l'aise, je me sens responsable. En même temps, c'est comme l'exploitation des itinérants parce que moi, j'ai pas d'adresse. Je suis pas supposée de prendre en charge des choses dans une telle situation, surtout des questions concernant les enfants. Fait que, ils m'ont piégé de tous les côtés, de toutes les sortes. Et ce qui fait que des fois, je suis obligée de crier très fort, moi, si j'étais vous, je ferais attention, je sais pas si ce bébé-là vous appartient, mais moi, je laisserais pas un carrosse en plein milieu du centre d'achat pour aller prendre des photos d'une petite fille de 12 ans, là, comme c'est arrivé, il y a 2 jours. Alors, qu'est-ce que le gars voulait faire? Il a fait exprès de laisser le bébé là. Moi, je passe à côté. C'était quoi son point exactement? Alors, à part le crier à tout le monde pour qu'il y ait des témoins, pour que les gens réagissent, je sais pas ce que je peux faire. Donc, après tout ça, quand on arrive, comme je vous dis, ces choses-là que je vous dis, ça touche pas que les itinérants, mais parce que je suis itinérante, je suis dans la rue, parce que je suis dans la rue, je vois des choses que personne n'a vues. Il semble que personne ne voit que, Toronto est sous siège d'une sorte de mafia. Vous allez dire, mais à paranoïa, mais non, les policiers m'ont confirmé, comme je vous dis, des TTC m'ont confirmé, des inspecteurs, des gens, des prêtres qui ont fait des observations. Il y a plein de monde à qui je suis tout le temps qui font les mêmes observations que moi quand ils sont avec moi. Hier même, j'ai parlé encore à jaser comme ça avec le policier qui était stationné, puis on jasait, puis tout ça, puis il m'a dit, regarde, tu vois, c'est ça, ce que je vous dis, c'est ce que les policiers voient. On voit la même chose, on sait les mêmes affaires. Ils en savent probablement plus que moi, là, mais le fait qu'on soit dans la rue, c'est ça nous amène un énorme paquet de vulnérabilité. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est pour dire qu'on ramasse tout ce que la droite puis la gauche vivent, là. La droite qui sont ostracisées dans ses libertés, puis la gauche qui fait voler ses informations. Moi, j'ai tout vécu ça, là. Je me suis fait hacker out de mon compte Google pendant 1 mois et demi. J'ai pas eu accès. Mon téléphone il était 1 semaine en réparation. J'étais 1 mois sans communication, 1 semaine en réparation. Dieu sait qui a pu avoir accès à mon téléphone. Ces gens-là, c'est les gens du crime organisé. Puis ce crime-là organisé, il a l'air surorganisé. Ils ont des moyens incroyables. Donc, c'est fort possible que, ces gens-là, c'est ça. De toute façon, il y avait déjà des choses étranges qui se passaient dans mon téléphone avant. Et là, ça continue de plus belle, comme je vous dis. Là, on me suivait avant que j'ai mon téléphone, mais depuis que je suis allée chercher, c'est juste que ça va plus rapidement. C'est que si j'arrive à quelque part, si mettons je marche sur le long d'une rue puis que il me voit aller à un dépanneur, la fois d'après, il anticipe que je vais aller à ce dépanneur-là. Comme hier soir, j'étais comme 10 minutes avant que le dépanneur ferme. Puis ce dépanneur-là, il ferme toujours à l'heure. Puis hier, ils ont vu que j'allais là. Puis ils m'ont nargué puis ils ont fait fermer le dépanneur 5 minutes avant. Là, juste avant que j'arrive, j'étais arrivée, j'étais là, je vais aller me chercher un verre d'eau, un café. Puis, comme je suis arrivée, la porte était barrée à 11h55. Là. Alors, je le sais que, d'habitude, les gens sont à l'heure. Je vous dis pas que c'est sûr à 100%, mais, à mon avis, ce que j'ai vu, le gars qui était là, qui est sorti, qui m'a regardé, qui a observé, le gars qui est arrivé, j'ai fermé la porte juste dans ma face, là, c'était comme évident, là. Fait que, ça, c'est des affaires qui m'arrivent, me priver de manger, me priver de boire. J'ai été plusieurs jours que, quand j'arrive pour aller boire dans une fontaine, il y a un gars qui accourt, puis là, il manipule les affaires, puis tout. Fait que là, c'est un peu effrayant parce que même s'il met pas du GHB, dans la fontaine, c'est comme, tu sais pas trop ce qu'il vient de faire, tu te sens pas en confiance avec l'eau, fait que tu remplis pas trop, tu bois pas trop. Là, t'arrives, t'es pas trop sûr, là, t'arrives dans un café, tu t'achètes une bouteille, mais, c'est la première du bar, tu sais. Fait que, j'ai comme, sérieusement, j'ai des fois des 2-3 jours que j'ai pas bu assez d'eau à cause de ça. On m'a vraiment acquis hâte des douches en me faisant faire des affaires impossibles, genre, soit mettre des adolescentes qui arrivent pendant que je suis en train de me laver, en finissant de me laver, quand j'arrive, je sors de la douche, pour aller chercher ma serviette, genre, j'ai 2 mineurs qui rentrent dans la salle de bain, je suis comme, OK, on va sortir immédiatement. Ou encore, changer les règles, dire, vous avez 15 minutes pour vous laver. J'avais rencontré la superviseure, on s'est entendu, j'y avais expliqué, on avait dit ça va être 1 heure pour les douches, puis la fois d'après que j'arrive, c'est du nouveau personnel, ça c'est une autre affaire, comme je vous dis, ça s'est confirmé par un policier hier, il change de personnel, alors j'arrive là, puis c'est plus les mêmes personnes qui travaillent, j'ai jamais vu ces personnes-là de ma vie, puis ces personnes-là, c'est des acteurs, dans le sens où, je leur dis, j'ai rencontré la superviseure, puis on avait une entente.
Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est carrément rendu des étrangers, c'est plus la même affaire. C'est carrément des groupes terroristes qui arrivent, qui prennent possession de la ville. Alors après ça, tu sais, quand on vient me dire que la COVID, le masque, non, ben, tu sais, excusez-moi, mais oui, la COVID, c'est quelque chose de nouveau. Oui, la COVID, c'était quelque chose de grave, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est complètement inconnu à l'être humain, là. Tu sais, ça ressemble vraiment beaucoup d'une grippe. C'est des symptômes, tu sais, de difficultés respiratoires, tu sais, inférieures, tu sais, qui sont connus, qui engendrent des pneumonies. C'est quelque chose de connu. Tout est connu. C'est juste la combinaison de tout ça, tu sais, dans le temps, qui s'appelle la COVID-19. Mais est-ce que ça justifiait tout ce branle-bas-là, de mettre notre économie à bas, comme l'a mentionné Éric Duhem, un tas de paquets de choses. Puis ben là, après ça, on arrive avec Éric Duhem, ou avec Guy Lepage qui dit « Oui, mais, tu sais, oui, mais... » Alors, Guy n'écoute pas ce qu'Éric Duhem dit. Ces arguments-là de la droite et de la gauche qui étaient des bémols, des inquiétudes, des préoccupations ont été banalisés. Les préoccupations de certains juristes, scientifiques, professionnels, qu'ils soient, par exemple des gens qui ont fait partie du collectif Réinfo COVID, ou d'autres personnes qui ont pris la parole, des chercheurs de renommée internationale qui ont été toujours très réputés, mais à partir du moment où ils ont dit oui, ils ont dit non, ben là, non, ils n'ont pas raison parce qu'ils ne sont pas dans les vents dominants. Mais, pour seulement mentionner l'exemple d'Alexandra Henrion-Côte, dont j'ai parlé plusieurs fois sur mon ancien vlog. Alexandra Henrion-Côte, à un moment donné, s'était questionné en ligne sur la question des écouvillons. Et on l'avait invalidé à AFP Factuel. Ça avait été repris par un média du sud de la France, dont j'oublie le nom, là, Sud Midi, ou je sais pas quoi, pas Sud Radio, mais Midi Libre, ce qui a été repris par les décrypteurs au Québec. On faisait, on montrait cette vidéo-là en disant, non, c'est pas vrai que, l'écouvillon est dangereux, puis c'est une théorie conspirationniste, on disait pas exactement ça comme ça, mais que c'était quelque chose qui était aux accents conspirationnistes et tout ça. Et, moi, je me rappelle que ça m'avait, interpellée parce que, la manière que la fosse nasale est faite, premièrement, c'était évident que si tu mets un écouvillon dans le nez, naturellement, il prend le haut, il prend pas le coucher. Alors moi, déjà, c'était ça, la logique la plus simple. Alors Alexandra Côte, c'est une fille qui a du gros bon sens, c'est une fille logique, là. C'est pas juste une scientifique qui est pas là pantoute, c'est une fille qui a du gros bon sens. Alors, moi, j'avais pensé la même affaire qu'elle. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils disent que c'est pas dangereux pour la plaque cribriforme parce que, me semble, si tu fais pas super attention, c'est là que ça s'en va. Et quelques mois plus tard, on dit, oui, effectivement, il faut faire très attention lorsqu'on performe, excusez-moi encore l'anglicisme, les tests PCR parce que l'écouvillon, naturellement... Alors, on validait ce qu'Alexandra Côte disait. Il y avait eu des cas de perforation de la plaque cribriforme qu'Alexandra Côte avait appelé la lame criblée. Et là, on avait essayé encore une fois de l'invalider parce que elle avait utilisé un anglicisme. Mais tu sais, c'est ça que j'appelle des coups bas. C'est des scientifiques de renommée internationale qui sont habitués de faire leur lecture en anglais. Alors, comme ils sont habitués de faire leur lecture en anglais, parce que c'est la littérature scientifique qui est anglicisée, souvent, ils emploient des termes anglophones. Mais là, la première affaire qu'on disait, je pense, dans AFP, ou je sais plus trop où, c'était, ou même dans les décrypteurs, je sais plus si c'était dans lequel des trois, là, si c'était Midi Libre, mais c'était, de mettre en évidence que, elle avait fait une erreur linguistique, que c'était pas la lame criblée, mais que c'était la plaque cribriforme. Alors, je trouve que c'est des coups en bas de la ceinture, c'est de la mauvaise foi. Et après ça, Alexandra Côte laissait entendre que il y avait des médicaments qui pouvaient passer des nanoparticules. Non. Le terme nanoparticules, je l'avais lu dans un autre truc qui était oui, un petit peu aux allures conspirationnistes, là, qui disait que les écouvillons, là, il y avait des particules qui étaient déposées, que ça faisait la CIA et tout ça. Des affaires qui étaient un petit peu parano-schizoïdes à mon avis, là, poussées là, mais je vous dis pas que ça n'avait pas un fondement de vérité, mais à mon avis, le terme nanoparticules, c'est ça qui a fait jumper AFP et tout ça. Et puis là, je veux juste vous dire que les gens, ils font exprès de venir ici et de parler fort pour me déranger. Ça fait partie de toute leur improvisation stratégique. Hier, ils ont essayé de mettre une alarme de feu. Et l'alarme de feu, ça m'empêchait de garder le fil de mes idées. Alors là, on essaie par tous les moyens possibles de me déconcentrer. Je sais que c'est pas fortuit parce qu'il y a plein d'autres endroits pour s'asseoir autre que, à côté de moi puis de parler très fort. Juste pour créer un bruit dans la communication et me déconcentrer. Comme je vous dis, ça marche un peu, mais je vais essayer d'ignorer ça. Je vais seulement mentionner que ça devient du harcèlement criminel.
Et j'ai presque envie de leur demander, là, si c'est fortuit qu'ils sont assis là, ou si des gens leur ont demandé de venir s'asseoir. Excuse me, are you sitting there on your own behalf, or somebody is paying you just to sit there and disturb me? It's your own choice, or? Yeah, I just want to know if it's a job or a mission. Is it a job? Did somebody ask you to sit there and bother me? Ils répondent pas à la question, donc c'est évident que c'est ça. Et, tu sais, ils ont pas l'air, ils répondent pas. C'est ça qu'ils font quand je leur dis la vérité. Ils sont pas habitués de se faire dire la vérité, ces gens-là. Ils viennent ici pour m'intimider. Mais comme je vous dis, après qu'on a vécu tout ça, les itinérants, qu'on ait vu tout ça, qu'on était témoins de tout ça, qu'on était victimes de tout ça, qu'on a vu les traumas, qu'on a vécu les traumas en plus, parce que, tu sais, là, je vous parle pas non plus de la déportation des itinérants dans un lieu, dans un autre lieu. Alors, imaginez-vous que tout ce que le monde a vécu, que ce soit les ados, que ce soit les parents, que ce soit les travailleurs, que ce soit tout le monde, ben, les gens dans la rue, on a vécu, on a vu, on était témoins de toutes ces affaires-là. On en a subi les contre-coups. Alors, les dommages collatéraux, ben, ça a tué du monde en crime dans la rue, là, tu sais. Moi, je vous dis, là, la rue s'est vidée. Les gens, il y en a qui sont morts énormément. Tu sais, on perd le fil. Moi, j'ai perdu le compte. J'ai perdu, tu sais, parce que moi-même, je suis dans la rue. Et puis, on a essayé de m'intimider, comme je vous dis, de me faire peur. Mais tu sais, la banalisation des effets collatéraux, tu sais, excusez-moi, j'en arrive à tout ça pour revenir à l'appui d'Éric Duhem, puis dire, arrêtez de banaliser les effets collatéraux, parce que, tu sais, de toute évidence, on n'a pas assez de statistiques générales, globales et intelligentes pour dire, ben, est-ce que les mesures de la COVID-19, ça a tué plus que la COVID-19? Tu sais, alors, Guy Lepage insistait pour dire, ben, c'est la COVID, tu sais, qui a fait en sorte que, ben, on a eu, tu sais, ces branle-bas de combat-là, dans le fond, ces reports de chirurgie et tous ces dommages collatéraux, c'est à cause de la COVID. Tu sais, c'est à cause de la COVID, mais c'est à cause de la gestion de la COVID. C'est à cause de la décision d'isoler les gens. Alors, peut-être qu'on aurait pu décider, tu sais, pour répondre à la question de Guilla qui propose Éric Duhem, ben, de laisser courir le virus. Tu sais, comme ils avaient fait dans certains pays scandinaves, pour bâtir l'immunité naturelle. Alors là, on pourrait discuter immunité naturelle versus immunité artificielle. Tu sais, alors, il y avait d'autres façons de gérer la pandémie. Éric Duhem en a nommé une que je pense qui est très logique, c'était de protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et, ben, justement, les itinérants. Tu sais, et ben, de laisser les gens qui n'étaient pas du tout affectés par la COVID, soit les jeunes et la population active, dans le fond. La population active, carrément, n'était pas touchée par la COVID. Il y a eu énormément de propagande médiatique. J'en ai parlé avec quelqu'un hier qui me parlait des cas des personnalités connues, célèbres, tu sais, des joueurs de la NBA, des acteurs connus, célèbres, des Américains qui avaient eu la COVID. Ben, ça faisait comme mousser la COVID, des cas aussi où on minimisait, encore une fois, diminuait les comorbidités. On disait, bah, telle personne de 51 ans, c'était le cas de Sean Connington en Ontario, le deuxième cas de COVID, ben, tu sais, il est décédé de la COVID. Tu voyais la veuve pleurer pendant 24-48 heures sur les ondes de CP24, qui disait, ben, tout le monde peut mourir de la COVID, c'est très dangereux, faites attention, etc. Mais jamais on disait, ben, tu sais, on ne sait pas exactement le rôle, les comorbidités. Cette personne-là avait quand même une leucémie, tu sais, oui, elle avait une bonne qualité de vie, tu sais, overall, mais est-ce que cette personne-là était appelée à mourir dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, dans les 10 ans? Je ne le sais pas. Mais une des personnes qui a répondu à cette question-là, la seule personne qui m'a apporté un élément de réflexion, de réponse, ben, c'est le docteur Di Raoult. Dans la fameuse étude en prépublication qui est mentionnée dans un des articles des décrypteurs, je ne sais pas si ça a jamais été publié, cet article-là, quand même, qui était une étude longitudinale sur le cas de patients qui avaient été hospitalisés à un hôpital dont il était le directeur général quand même. Alors, même si on a dénoncé, je me souviens plus du nom de la chercheure là, qui a dénoncé la méthodologie du docteur Raoult, mais même si les études quantitatives, qualitatives, longitudinales versus transversales, isolées, c'est pas toutes peut-être les méthodes qui se valent selon certaines personnes, mais une étude de patients sur une période donnée, pour moi, ça apporte d'autres types d'informations. Et c'est important pour moi ce qu'il avait à dire le docteur Raoult. Et si je me souviens bien, dans cet article-là, une chose que j'ai lue, c'était qu'il y avait 80% des gens qui étaient morts dans son hôpital. Alors, ce que la chercheure lui reprochait, c'est de dire, bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de morts parce que tes cas lourds, tes as pas, tu as juste les cas légers, tes cas lourds sont disparus. Alors, je comprends, c'est un bémol, il faut tenir compte de ce que les gens disent, mais il faut faire la part des choses, puis après se dire, ben, OK, ouais, il y a peut-être ça qui change vraiment la donne. Mais si on regarde, que les gens qui sont morts
étaient des gens qui étaient décomptés dans les 12 mois. C'est ce que le docteur Raoul nous dit. Il y a un code pour ça, mettons, il y a une valeur là, qui est appliquée à ça, il y a un nom particulier. De nous dire que 8 personnes sur 10, je crois que c'était le chiffre, vous irez le lire si vous voulez. C'est des décrypteurs. Décrypteurs Didier Raoult, études, publications, vous allez voir. Sûrement trouver ça. Alors, c'est 8 personnes sur 10 qui allaient mourir de toute façon. Alors, quand on parle de comorbidité, quand on parle d'âge, on a énormément amplifié la COVID, amplifié sa gravité, amplifié son importance et diminué, banalisé beaucoup de choses. Alors, moi, c'est ce que je reproche à des gens comme Guy Lepage, c'est de penser que leur façon, que leur compréhension, c'est la réalité. Penser que ils ont la science infuse, qu'ils ont tout compris, qu'ils savent tout, qu'ils ont tout vu et qu'ils ont raison à tout prix. Alors, je dis pas que c'est banal la COVID, je l'ai eu la COVID, j'en ai souffert de la COVID et je pense que j'en souffre encore de la COVID, mais c'est pas tout le monde qui était vulnérable à la COVID, autant que les personnes âgées et les itinérants, autant que les gens qui avaient des comorbidités aussi, qui avaient déjà des maladies. Donc, il y avait beaucoup de réponses à apporter à l'action de Guy Lepage qui s'est acharné sur la question de Omicron, du virus Omicron. Oui, mais c'est à cause d'Omicron. J'ai vraiment l'impression que ces gens-là, du centre-gauche, là, sont en déni vraiment énormément. Là, sont en déni sur les dommages collatéraux, sont en déni sur les conséquences à long terme de la gestion des mesures sanitaires. Et on ne saura jamais ce qui serait arrivé si on avait dit, la COVID, c'est dangereux, faites attention, on va développer un vaccin. Quand on aura un vaccin, on l'offrira à la population. On vous suggère fortement de vous faire vacciner. En attendant, dès que vous voyez que vous avez des symptômes, faites attention, restez à la maison. On vous suggère de vous isoler pendant 14 jours. Si vous voyez que vous êtes dans des lieux publics bondés de gens, des épiceries, des autobus, portez un masque. Ça peut aider à vous protéger, à protéger les autres. Lavez régulièrement vos mains. Gardez vos distances avec les autres. Après, le répéter régulièrement, n'oubliez pas, la COVID, c'est un peu comme la grippe, comme le rhume, ça se transmet de manière similaire. Ça peut s'aggraver, ça peut causer des pneumonies. Faites très attention, n'oubliez pas de laver vos mains. On le répète à l'école, on le répète au travail. Mais là, c'est vraiment pas ça, c'est du harcèlement sanitaire. C'est du sanitarisme. Les gens en rient à Radio-Canada. Les gens en rient à La Soirée est encore jeune. Olivier Niquet en rit abondamment depuis le début. Moi, je trouve que le terme sanitarisme est très approprié. C'est un terme qui est bien être utilisé dans cette droite politique-là, à mon avis. Et donc, c'était de la propagande vaccinale, c'était dans les gares, c'était dans les trains, c'était dans les bibliothèques, partout, c'était les affiches, on n'a jamais fait autant pour la grippe, même si la grippe a tué de gens, et tout en faisant tout ça, on a joué avec des statistiques, les statistiques mensuelles de décès au Québec, ont été manipulées, on le voit, là, que c'est pas clair du tout, c'est pas sain les chiffres, ça marche pas. Les statistiques de décès de 2020, on s'est dépêché d'aller dire aux journalistes du Devoir que c'était des statistiques alarmantes, qu'il y avait 8000 morts supplémentaires, que ces 8000 morts-là étaient dues à la COVID-19. Et quand on analyse les chiffres, probablement ce que les journalistes du Devoir n'ont pas fait à ce moment-là, parce que les chiffres n'étaient pas dans les tableaux, c'était le gouvernement qui disait les données aux journalistes à ce moment-là. Alors plus tard, quand ces données-là sont devenues disponibles sur Internet, est-ce que les journalistes du Devoir et les autres journaux, je donne le Devoir parce que je l'ai lu dans cet article-là en particulier, est-ce qu'ils sont allés chercher, est-ce qu'ils ont fait le suivi? Moi, j'ai fait le suivi et vous irez chercher le tableau. Je l'ai copié. Je ne sais pas s'il a été changé, mais j'ai regardé ça juste avant Noël. Et quand je suis arrivée pour le communiquer, ça a été miraculeusement, mystérieusement, mon téléphone a brisé. Puis bon, j'avais pas d'argent pour le réparer. Donc, j'ai jamais pu communiquer cette nouvelle-là avant Noël, qui, à mon avis, était grave. De voir que le gouvernement, en 2020, la même année où on a eu 8000 cas de COVID supplémentaires, a fait disparaître pour sa part 6000 cas, 6000 décès qui sont attribués à des causes, je dirais, constantes à peu près sur un niveau annuel, comme par exemple les accidents. Alors, si par exemple on a 4 à 6 000 accidents par année, voyez-vous comment les gens sont méchants, mal intentionnés et malveillants? Just to let you know, I'm working. Excuse me. Just to let you know that I'm working. This is not just a fun conversation. This is I'm working. I'm working. So, you know. OK. Alors c'est malveillant de la part du journaliste, de ne pas mentionner
que comme par hasard, il y a 6 000 décès qui paraissent plus au Québec. Ces décès-là, c'était des accidents, c'était des malformations cardiaques. Vous irez voir, c'est 6 000 décès. Alors, si on fait ça, moins peut-être les mauvaises causes de COVID, les pneumonies, les cancers du poumon, etc., les autres maladies pulmonaires, les erreurs d'étiquetage. On a même entendu vous me direz que les documentaires qui ont été faits par des groupes, disons, d'extrême droite, là, mettons, c'était quoi? Pas Hold Up, mais celui qui avait été fait avant, là, qui avait été critiqué par une journaliste de l'actualité, là, je ne me rappelle plus du titre en ce moment, là. J'en avais parlé aussi sur mon vlog. On avait entendu quelqu'un qui avait dit clairement que son père ou quelqu'un, en tout cas de ses proches, avait été étiqueté COVID alors que la personne s'était suicidée. C'est un témoignage d'une personne. Alors, je pense pas que la personne aurait dit ça pour le fun, pour niaiser, mais ça montre qu'il y a peut-être eu de la négligence dans l'étiquetage dans la première vague, des décès. Alors, si on compte les personnes âgées qui sont mortes à cause notamment de la négligence dans les CHSLD, peut-être de la solitude, peut-être de l'aggravation rapide de leur maladie par manque de soins, par manque de personnel, etc., combien réellement de gens sont morts de la COVID sur les peut-être 2000? Alors, comptez-le comme vous voulez, regardez-le le tableau. Un autre fait statistique à noter, c'était la disparition de la grippe en Ontario dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est-à-dire que normalement, en Ontario, annuellement, on déclare 16 000 cas de grippe et en 2020, je pense qu'il y en avait 30 ou 300 ou en tout cas, c'était négligeable comparativement à 16 000. Pensez-y. Alors, c'est 16 000 cas de grippe qui sont devenus des cas de COVID. Et là, on dit, non, c'est parce que, les mesures sanitaires ont empêché la grippe de circuler. Bon, là, il ne faut pas prendre les gens pour des tarés. Si ces mesures-là avaient empêché la grippe, ils auraient aussi empêché la COVID. Alors, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Alors, c'était seulement la première partie de l'entrevue de Guy Lepage avec Éric Duhem sur laquelle je voulais réagir, à partir de laquelle je voulais réagir, puis dire, arrêtez de minimiser les effets collatéraux de la pandémie, arrêtez de minimiser les bassesses, les coups en bas de la ceinture, les coups illégaux du gouvernement comme la manipulation statistique. Arrêtez de minimiser la propagande médiatique qui a été faite autour de ça, le tapage avec des vedettes, le tapage avec des cas qui étaient peut-être pas si graves que ça, avec des cas de jeunes qui avaient des comorbidités, puis là, finalement, c'était un jeune, mais là, on aurait dit que c'était 300 000 jeunes. Le tapage que les décrypteurs ont fait avec parfois du fact-checking qui était, à mon avis, de très mauvaise foi, là, qui visait juste à invalider, qui n'était pas vraiment une recherche d'information, mais qui était vraiment la police, les Ghostbusters de la vérité, avec des affirmations pseudo-scientifiques, invalider des gens qui avaient une vision scientifique. Les connaissances, la science, les expériences, c'est bien, mais avoir une compréhension, une philosophie et une éthique, un cœur, une raison, une analyse de la situation, ça compte aussi. Alors, quand on a affaire à une gang de robots qui appliquent aveuglément des règles sanitaires qui tuent des gens alentour par dommages collatéraux ou par ricochet, là, il faut faire attention avant de se prendre pour le bon Dieu parce qu'on s'appelle Guy Lepage puis qu'on dit non, mais là, les mesures, mais là, les morts, là, les morts du cancer, puis les morts des chirurgies, puis les morts des suicides, puis les détresses, puis les faillites, puis tout. Puis, il y en aurait 300 000 là, de morts, là, puis contre 10 000 de la COVID, puis ils seraient encore en train d'évalider en disant ouais, mais c'est à cause de la COVID. Ouais, mais allume que la COVID, ça fait peut-être moins de morts que tout le reste des choses qu'on a faites, puis ça crée peut-être moins de détresse, puis etc., puis etc. T'sais. Alors, moi, j'aurais toujours pour mon dire que le surcontrôle du gouvernement, la surprotection sanitaire, le sursanitarisme, le sanitarisme, l'obsession de la propreté, ça a eu des effets aussi. Alors, je suis d'accord pour dire que c'était peut-être bien qu'on se remette en question comme société sur l'avenir, comme on allait gérer les prochaines crises. Il y a la société évolue, oui, les mesures sanitaires, oui, l'immigration, oui, ici. Il y avait plein de questions ad hoc qui venaient des enjeux éthiques, des enjeux bioéthiques, des enjeux médicaux, justement sur les données, sur le clonage, il y avait plusieurs questions qui venaient être soulevées par la pandémie. Des questions environnementales, mais encore une fois, une autre chose qui est banalisée, par exemple, le fait que les gens on continue à prendre leur voiture et l'augmentation de la pollution, les rebounds de pollution qu'on a vus après les lockdowns, les isolements, la dangerosité de la pollution
concernant les maladies respiratoires, les tonnes de personnes âgées qui sont décédées, par exemple, à Montréal cet été, en raison de la pollution, bien ça, on a tout évacué ça, tu sais. Alors, c'est vraiment qu'on a minimisé tous les autres problèmes actuels de la société, comme par exemple la pollution, comme par exemple le tabagisme, c'est qu'on a continué à encourager certains comportements, certaines dépendances, comme par exemple l'alcool ou le cannabis. Alors, on sait que le cannabis, tu sais, les médecins l'ont dit, c'est dangereux pour la schizophrénie, c'est dangereux pour les maladies respiratoires autant que le tabac. Donc, on a continué à encourager je dis autant que le tabac. Il faudra vérifier à quelle proportion, là. Je m'avance d'une manière, tu sais, générale, mais j'ai pas de chiffres en tant que tel, mais ça peut créer aussi des maladies respiratoires. On a encouragé ces addictions-là. On a rajouté en plus de ça l'addiction à l'Internet, l'addiction à la pornographie, l'augmentation de la pornographie, l'augmentation. Et là, ce qu'on voit, c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est des partenariats entre TikTok et la baie du son, l'hypersexualisation, la traite des personnes qui se passe devant nos yeux. Et moi, à mon avis, OK, je vous dis, c'est ma compréhension des choses. Vous allez dire c'est une conspi, etc. Vous allez me fermer la gueule et tout ça, je sais bien. Mais moi, ma compréhension de ce que les conspirationnistes ont appelé à l'époque, la pandémie, que moi, je trouve ça drôle un peu parce que, tu sais, c'est des étiquettes encore qu'on donne, mais ce que je comprends, c'est que leur explication de la pandémie, leur vision de la pandémie, pour moi, aujourd'hui, ça prend un sens qui est, on a demandé aux gens de mettre leur masque parce que il y avait des choses à faire pour organiser un réseau de prostitution juvénile et de traite de personnes internationales. Ces gens-là, en tout cas, si c'était pas le voulu, si c'était pas un plan d'émis, ça a eu comme conséquence cette pandémie-là, c'est ça, que ces gens-là, avec le masque, avec le temps qu'ils ont eu de confinement, de ci, de ça, de mesures de lockdown, de diversion, de tout ça, ils ont eu le temps de hacker. En tout cas, je sais pas à Montréal, à Québec, à Vancouver, je suis pas sortie de Toronto, je suis dans la rue, mais ils ont eu le pouvoir, OK, de mettre en place quelque chose d'énorme, quelque chose de très gros, de très visible, que les gens sont complètement, tu sais, auxquels les gens sont complètement aveugles, mais complètement aveugles, tu sais, au point que tu te dis, je suis en train d'inventer ça, d'halluciner ça, mais tu regardes, comme je vous dis, des gens, des prêtres, des gens du TTC, des gens de la police qui confirment des choses que tu as vues. Tu sais, j'ai parlé à des constables, j'ai parlé à plein de gens qui m'ont écouté, j'ai parlé à des travailleurs, tu sais, des workers qu'on appelle ici, là, tu sais. Il n'y a personne qui me prend pas au sérieux quand je parle ici, quand je leur dis, il y a des gens qui essaient de me mettre du GHB dans mon verre, dans des, tu sais, etc., etc., etc. Les gens qui me prennent pas au sérieux, ça a été les services d'urgence, tu sais, le 911, la ligne de traite des personnes. Alors, ces gens-là, à mon avis, sont sûrement hackés, sont sûrement sous contrôle, sous coercition aussi en ce moment. Alors, vous direz, paranoïa, etc., etc., mais le fait est que, à mon avis, le masque, ça permet à des gens qui ont fait des activités criminelles de faire ça au grand jour, devant tout le monde, sans jamais être vus. Alors, si on parle, par exemple, de la WHO, qui a fait toutes sortes de patentes, qui a été vue au grand jour, tu sais, que Bill Gates finance la WHO à 50%, là, tu sais, en grosso modo, tu sais, que c'est le seul philanthrope qui a le monopole du financement, qui finance aussi, qui a financé Pfizer, qui a financé des journaux, qui est en tout conflit d'intérêts. Tu sais, les gens ont parlé du Bill Shield depuis très longtemps. Tu sais, alors moi, je pense qu'on est sous énorme influence du Bill Shield en ce moment. C'est ça qu'on voit, à mon avis, dans les médias, notamment dans la presse québécoise. J'ai moins suivi la presse canadienne, la presse américaine, un peu la presse française, mais surtout la presse québécoise. On voit ce phénomène-là du Bill Shield qui est omniprésent, qui était dénoncé en 2018 par Sandy Dalton, qui aujourd'hui, comme tout le monde, comme le New York Times, comme le journal Le Monde, fait des beaux papiers sur Bill Gates qui sont toujours, tu sais, encenseurs et dire, Bill Gates, il est tellement gentil, il est tellement beau, il est tellement fin, il nous donne tellement d'argent, puis c'est tellement pas si grave que ça ce qu'il fait, puis on a mal compris ce qu'il voulait dire. Mais c'est vrai qu'il est un peu en conflit d'intérêt, puis c'est vrai que aussi, médecin. Alors, tu sais, on pardonne beaucoup à Bill Gates, peut-être avec raison, peut-être pas, je sais pas. Mais, tu sais, à mon avis, la mégalomanie de Bill Gates, son obsession de vouloir vacciner le monde, c'est ça, c'est devenu une maladie, à mon avis. À mon avis, c'est devenu un TOC, la vaccination, c'est devenu une obsession, la COVID. Ce n'est plus sain mentalement, ce n'est plus sain ce que les gens font avec cette maladie-là, qui, sans être banalisable, n'est sûrement pas plus importante que le VIH, sûrement pas plus importante que le cancer, sûrement pas plus importante que les maladies cardiaques, qui tuent des centaines de milliers de personnes par année partout dans le monde. Puis là, tout à coup, on n'en parle pas de ça. Fumez du pot, prenez vos chars, mais mettez des masques, puis
parlez pas trop, Bill Gates, oh, parlez pas trop. Les itinérants, ils meurent, mais on va les harceler. Allez manger dehors, faites des overdoses, mais mettez votre masque quand vous arrivez, on veut pas vous entendre. On veut pas vous voir la face. Pendant ce temps, excusez-moi, j'y crois maintenant. Les trafiquants humains, les pédophiles, appelez-les comme vous voulez. Moi, j'appelle la mafia internationale. Il n'y a pas de nom en tant que tel que je ne sais pas exactement c'est qui les intéresse. C'est-tu les GAFAM avec Bill Gates, avec le gouvernement? Je ne suis pas dans les affaires de QAnon et tout. J'ai jamais lu ces gens-là. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point qui fait quoi. Cette mafia internationale, ce que les gens l'appellent la secte pédosataniste à mon avis, il y a un fondement à ça. Je vous dis pas que cette secte-là existe, mais moi, je vous dis que depuis 3 semaines, tous les symboles que je vois puis les trucs que je vois, là, ça rappelle le film Eyes Wide Shut. Je sais pas si vous l'avez vu, Eyes Wide Shut, avec Nicole Kidman et, comment il s'appelle, dont l'acteur, Tom Cruise. Avait fait à l'époque, il était marié, un film, là, justement, là, de secte et de sexe. Qui était frightening. Moi, je me rappelle, là, je me rappelle, j'avais écouté ça avec mon chum, puis, j'aimais vraiment pas ça, là. J'aimais pas ça. Alors, je ressens ça, je vois ça, je vis ça, on me l'impose. Et là, ça crie, c'est voulu pour m'intimider, à moins que ce soit des itinérants. Des fois, les itinérants, ils crient. Bon, regarde, c'est ça. Il y a des enfants, le gars, puis il crie au meurtre. Je vous dis que c'est vraiment dû pour me déranger, là, tu sais. Ils savent, ces gens-là, que là, je suis bien, là, puis que je vous parle, là, puis que je suis capable d'articuler quelque chose. Alors, tu sais, ça fait des mois qu'on essaie de mettre de bâton dans les roues. C'est pas pour rien que je me ramasse à avoir, juste 50 followers, que je me ramasse à faire fermer mon vlog, que je me ramasse à pas avoir de téléphone, que je me ramasse à me faire, tu sais, toutes sortes de patentes. Mon Dieu, il est en train de virer fou complètement. Je sais pas ce qui se passe. Comme je vous dis, il se passe des affaires bizarres, puis les gens les voient pas. Est-ce que le gouvernement essaie de faire de diversion? Est-ce que le gouvernement fédéral est impliqué? Il y a plusieurs institutions, instances que j'ai vues qui font des activités suspectes. Là, je ne vous parlerai pas de ça, mais Guy Lepage trivialise et minimise une chose extrêmement importante qui est amenée par la droite, qui sont les dommages collatéraux de la pandémie et l'évaluation de ça. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand on dira il y a tellement des gens qui se sont suicidés, il y a tellement des gens qui ont fait faillite, il y a tellement des gens qui sont morts. À cause de la COVID? Non, parce qu'on a décidé de paralyser l'économie à cause de la COVID, parce qu'on a décidé de crisser le système capitaliste à terre, ce qui est peut-être pas mauvais à long terme, tu sais. Mais est-ce qu'on avait besoin de faire ça et ensuite de vendre nos enfants pour payer nos hypothèques? Alors moi, c'est là que c'est rendu pour moi. C'est rendu que le 1er février 2022, alors que tout le monde dort au gaz à cause des camionneurs qui font des blocades, à Toronto, c'est la traite des enfants par dizaines et par centaines dans ma face à tous les jours. Sous déni gouvernemental, sous déni des citoyens, comme si c'était une hallucination puis que ça n'existait pas, la traite des personnes. Les familles, les gens, ça vend leurs enfants pour payer leurs hypothèques, ça vend leurs bébés, ça vend leurs adolescentes, c'est atroce. Puis, la raison pour laquelle je le sais puis je le vois, c'est parce que je l'ai subi aussi, cette pression-là, cette coercition-là, ce travail forcé. Tout ça en déni de gens qui se disent « Ah, moi, je connais ça, j'ai étudié ça à l'université. J'ai 22 ans, mais je connais ça, le trafic humain, j'ai étudié ça à l'université. » Tu connais pas ça parce que tu le vis pas, parce que t'es pas dedans, parce qu'il est pas dans ta face à tous les jours. Moi, il est dans ma face à tous les jours. Donc, arrêtez de banaliser les effets collatéraux de la pandémie, parce que, à mon avis, les traites l'occupation mafieuse de la ville de Toronto qui n'est pas niée par la police en ce moment, quand je vous dis qu'il y a des centaines d'employés nouveaux partout, qu'il y a plein de monde qui font de la sécurité, qui ne faisaient pas de la sécurité avant, qu'il y a des faux gardiens de sécurité, il y a des faux... je vous dis, venez vous promener à Toronto, asseyez-vous, puis observez ce qui se passe dans la ville pendant 2-3 jours. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas faux. Alors, les effets collatéraux de la pandémie, ça va jusqu'à la vente des enfants. Ça, t'as dépassé l'entendement, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, Guy Lepage, c'est vraiment pas le bon Dieu, puis il en manque des bouts. Il en manque des bouts avec Guy Lepage. Il y a juste à sortir, tu sais. Vous lisez les journaux, vous regardez la télé, mais vous ne rapportez pas des nouvelles. Puis, vous êtes tellement sous coercition, même les médias, sous influence, puis le message gouvernemental qui vous a été répété, on compte les cas. Comprenez-vous, vous avez été brainwashé, mais au sens de méthodologique du terme. Là, ce qu'on fait chaque jour, c'est qu'on compte les cas, c'est qu'on compte les hospitalisations, vous faites les choses tous de la même manière. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis sur le terrain, j'apporte des nouvelles, j'apporte des informations, j'apporte des questions, j'apporte des nouvelles informations, j'essaie de faire avancer le débat comme certaines autres personnes le font. Mais ça, c'est banalisé.
Donc, peut-être que si Guy Lepage écoutait ce que les gens disent, peut-être que s'il écoutait Éric Duhem, au lieu de dire « tu réponds pas à la question, tu réponds pas à la question, tu réponds pas à la question », ben peut-être qu'Éric Duhem il aurait été capable d'aller au bout de son idée puis qu'on aurait avancé un petit peu avec peut-être une sous-question ou une confrontation de Guy. Mais un minimum de respect parce qu'il y en a des éléments de réponse à cette question-là. J'ai essayé d'en apporter plusieurs en appui à Éric Duhem, mais je ne vous dis pas que je vais voter conservateur. Je ne vous dis pas que je suis pro Éric Duhem. J'aime pas toujours ce qu'il fait. Des fois, je trouve qu'il est de mauvaise foi. Mais je trouve qu'il y a de l'acharnement sur son cas puis une diminution de ses compétences et de sa contribution linguistique au débat.